Le fil rouge de ma vie professionnelle, c'est vraiment la convergence du social et de l'économique tout le temps. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé dans les collectivités territoriales, l'insertion, puisque avec Bertrand Schwartz, j'ai dirigé, créé une des premières missions locales en France. Ensuite, je suis allée dans l'entreprise, après un passage en cabinet ministériel, parce que je voulais vraiment être dans la situation de quand on fait, quand on a les manettes, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je suis allée à un niveau de dirigeant dans le secteur privé qui était important pour comprendre où on pouvait agir en amont sur le champ économique pour agir sur le champ social. Donc cette convergence-là, c'est au cœur vraiment de tout ce qui m'anime et qui s'est poursuivi ensuite quand je suis revenue vers le secteur public avec Business France et aujourd'hui ministère du Travail. C'est toujours cette conviction maintenant éprouvée par l'expérience qu'on peut faire converger le progrès économique et le progrès social. C'est cette ligne de crête que je cherche. Dans la salle des portraits, comme dans les autres ministères, il y a les portraits de tous les ministres. Donc, le premier ministre du Travail, c'était René Viviani en 1905. Il était président du Conseil. Et depuis, je suis la 4e femme, depuis 1905. Voilà. J'ai tenu à ce que cet entretien ait lieu dans la salle des accords de Grenelle. La salle des accords de Grenelle, c'est la salle où, le 27 mai 1968, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur la sortie de la crise de mai 68. Cette salle des accords de Grenelle, elle nous rappelle quoi aujourd'hui? On est dans un contexte totalement différent de mai 68. Mais elle nous rappelle qu'à l'époque, nos prédécesseurs, gouvernement, patronat et syndicats, ont été capables à un moment donné, de crise profonde, de se mettre autour de la table et de surpasser finalement, de se surpasser, de dépasser les postures et les frontières que chacun se met pour trouver une solution à la sortie de crise. Donc il n'y a pas de meilleur symbole pour moi de la force du tripartisme, c'est-à-dire quand l'État, patronat et syndicats conviennent des choses ensemble, font progresser les choses ensemble, quand ensemble on se surpasse. Et par exemple, moi j'étais très heureuse que ce soit dans cette même pièce qu'on ait discuté pendant plusieurs mois et abouti à une feuille de route commune, gouvernement, patronat et syndicats, sur l'égalité professionnelle homme-femme. Je trouve que ça avait du sens que ça soit ici. Et donc les lieux apportent aussi leur message. Et je crois que c'est important de garder ce message au moment de l'anniversaire de l'OIT, au moment du G7 social. Le message du tripartisme est important. Le premier sujet des mutations du monde du travail, c'est que nous sommes au démarrage d'un cycle où la vitesse et l'ampleur de transformation est inégalée. On n'a jamais connu dans l'humanité un moment où dans tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise et quasiment tous les pays, le travail allait être profondément modifié dans cette ampleur. La révolution technologique, que ce soit l'intelligence artificielle, le big data, la robotisation, et la transition écologique, qui amène beaucoup de transformations des métiers aussi, ces deux révolutions cumulées concernent absolument tout le monde. C'est pour ça qu'on estime à la moitié à peu près les emplois qui vont être profondément bouleversés et transformés dans les 10 ans qui viennent. Mais ça commence dès maintenant et on en voit des signes chaque jour. Alors il y a des emplois qui vont disparaître, des emplois qui vont se créer, mais je veux dire, la grande majorité va être transformée de l'intérieur aussi. L'Organisation internationale du travail, d'abord, c'est la plus ancienne des institutions multilatérales. Aujourd'hui, on va fêter les 100 ans, donc elle est née en 1919, et le premier directeur général était un Français, les 13 premières années, Albert Thomas, et dont les actions de l'OIT, dès le départ, renforcée par la déclaration de Philadelphie après la guerre, il y a cette question de l'inégalité et de la qualité du travail, dirait-on aujourd'hui, mais du travail décent. Le travail décent, c'est-à-dire un travail qui est organisé d'une façon qui ne met pas en danger la vie des gens et qui est rémunéré de façon décente, c'est-à-dire qui permet d'en vivre. Dans la déclaration de Philadelphie, il est dit que la paix durable ne peut pas exister sans justice sociale. C'est très profond et je voudrais en donner un éclairage d'aujourd'hui. Beaucoup de nos concitoyens ont l'appréciation, en partie erronée, en partie exacte, que la mondialisation
voire même l'Europe, finalement, est plus une menace qu'une opportunité. Je pense que si on n'a pas plus de régulation sociale au niveau mondial et européen, on pousse finalement à la fin les nationalismes. Et c'est en ce sens-là d'ailleurs que ce n'est pas bon sur le plan social, mais ce n'est pas bon sur le plan économique non plus. En tout cas, c'est notre conviction avec le président de la République, le Premier ministre, il faut plus de régulation sociale mondiale. Alors, comment faire ? Le 6 et 7 juin, je vais donc présider le G7 social, c'est-à-dire le G7 des ministres du Travail et de l'Emploi, qui va préparer, qui contribue avec d'autres G7 ministériels aux travaux du G7 des chefs d'État du mois d'août. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé avec mes équipes, avec le FMI, avec la Banque mondiale et avec l'OIT, pour qu'on regarde comment on utilise et le G7 et l'OIT pour pousser cet agenda, parce que oui, il faut pouvoir prendre en compte les impacts sociaux de décisions économiques. Ce que j'ai pu faire, moi, dans l'entreprise, qui est cette anticipation sociale des impacts économiques, nous souhaitons pouvoir le faire au plan international. Ça fait partie des sujets où, collectivement, nous avons besoin de progresser.